Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes maintenant à la page 60, de la page 66 à la page 73. J'espère que je vais pouvoir lire rapidement. L'école, confession religieuse, État dans la nation, en pays sous-développé. Ceci est écrit par Jean Zoua, archevêque de Yaoundé et président de la commission épiscopale Enfance et Jeunesse, texte rédigé en 1965, après l'indépendance. Je cite, « Depuis plus de 5 ans, nous marchons vraiment sur la corde raide. Pour ce qui concerne nos écoles catholiques, 1. Nos maîtres supportent mal et même de plus en plus mal la différence trop grande entre leur salaire et celui de leurs collègues de l'école officielle, pourtant pas plus diplômés. 2. Ils veulent être alignés sur les mêmes salaires. Ils veulent être fonctionnalisés. C'est le sens qu'ils mettent dans le mot nationalisation entre guillemets, quand ils souhaitent que nos écoles soient nationalisées. 3. Sous l'instigation de certains apôtres mal informés ou mal intentionnés, nos maîtres sont mécontents de nous, évêques. Ils nous accusent car, d'après eux, A. Nous les payons mal. Nous, leurs employeurs. Pourtant, nous avons beaucoup d'argent. Ne recevons-nous pas de l'argent de Rome? Ne percevons-nous pas l'argent de l'écolage, entre guillemets, écolage? Ce sont des questions. B. Nous détournons même une partie de l'argent que le gouvernement leur alloue. ... C. C'est la raison pour laquelle nous nous opposons à la nationalisation. ... Nous voulons ainsi continuer à affecter ces sommes détournées à des fins de culte. 4. Depuis 5 ans, nous sommes régulièrement menacés de grève par nos maîtres. Grand titre, réflexion sur nos écoles. Introduction. Né de l'élan généreux et créateur de l'Église missionnaire, soucieuse d'aider et de servir nos populations déshéritées et affamées du pain de l'alphabet, imposée comme condition sine qua non pour l'ouverture d'une station de mission par nos premiers colonisateurs, les Allemands, positivement encouragée par les premières autorités coloniales françaises au Cameroun qui, à la langue allemande, voulaient substituer le français, puis combattue par certains doctrinaires laïcistes. Après 1000 péripéties, les écoles dites entre parenthèses des missions posent au Cameroun indépendant et à l'Église dans ce Cameroun de très graves problèmes qu'il ne nous est pas permis d'éluder indéfiniment. Sinon, nous courons vers l'impasse. 1. Problèmes pastoraux de l'école catholique aujourd'hui. Nous sommes là en 1965. Et c'est l'évêque Jean Zoua qui parle. Évêque, porteur de la bonne nouvelle du salut, je me sais redevable à tous les enfants sur toute l'étendue du diocèse.
Je me sais responsable de l'évangélisation de tous les jeunes et de tous les milieux scolaires. Entre guillemets, nos, fermez les guillemets, écoles ne nous cache-t-elle pas nos responsabilités missionnaires vis-à-vis de ces jeunes? Point d'interrogation. Issue de la mission, l'école n'est-elle pas en train de tuer la mission? En effet, si nos écoles comptent des moniteurs et instituteurs exemplaires et apôtres, combien y en a-t-il qui, mécontents de leur salaire de misère, ne cherchent qu'à s'organiser contre la mission patron? Question. On veut arracher à la mission des sommes d'argent qu'elle est censée posséder, mais que dans sa mauvaise volonté, elle refuse de verser au maître. Pire, on l'accuse de retenir pour d'autres œuvres l'argent que le gouvernement lui donne à l'intention des enseignants à la ligne. Pour d'autres, l'État voudrait nationaliser les écoles de la mission. Entendez, prendre tous les maîtres financièrement en charge, mais ce sont les évêques et les prêtres qui, par méchanceté, s'opposent à cette mesure, privant ainsi les maîtres des avantages qu'elle comporterait. C'est le constat. Dans cette atmosphère de méfiance chronique et d'aigreur exacerbée, dites-moi, où est la place pour un travail d'évangélisation de la part du prêtre, objet de cette méfiance? Voilà tout un milieu, 1100 000 mètres dans tout le diocèse de Yaoundé en 1965. De responsables qui risquent d'échapper à l'action évangélisatrice de l'Église, eux qui devraient prolonger et monnayer cette action pour leur enseignement et par leur vie. Ainsi, nous sommes amenés à nous interroger sur la valeur éducatrice du milieu scolaire des missions dans l'atmosphère décrite plus haut. Peut-être la routine et le découragement ont-ils émoussé notre regard et abaissé nos ambitions et nos exigences apostoliques? Question. Nos écoles primaires sont-elles une préparation à la vie? Loin de moi de me mettre la scolarisation en cause. Mais l'Église peut-elle se contenter de l'assurer sans viser l'éducation intégrale de l'enfant? Ce qui est certain, c'est que le prêtre n'assurera pas cette éducation sans l'aide, que je dis, sans l'œuvre incessante et engagée des maîtres. Deuxième point, problème administratif. Dans la ligne des problèmes intérieurs, entre parenthèses, de nos écoles, il faut signaler un phénomène ambigu, le transfert de la direction technique des écoles, des prêtres aux laïcs. Il faut avouer que ce transfert n'a pas toujours été préparé avec le soin que méritait un acte de cette importance. Bien souvent, l'école, dans la personne du directeur laïque et des collaborateurs de celui-ci, a pris conscience d'elle-même et a eu tendance à s'ériger parfois en une entité autonome, sinon opposée à la mission représentée par le prêtre. 3. Problème financier. Pour être capital et fondamental, les difficultés pastorales ne sont pas les seules. Les écoles des missions constituent pour ces missions
dans l'état actuel des choses, une charge financière chaque jour plus intolérable. Les missions doivent construire les bâtiments scolaires, les équiper, les meubler et les entretenir. Deuxième tiret. Dans le diocèse, la mission assure à chaque maître une gratification mensuelle de 500 francs en brousse et 1000 francs en ville. Troisième tiret. Elle doit payer les cotisations patronales calculées sur les salaires fournis par les subventions gouvernementales. Il faut assurer les maîtres et dès l'année 65-66, l'assurance sera obligatoire pour les CM. Suivant. Il faut assurer... Non, pardon. Toutes les fournitures pour les maîtres, manuels, craies, encre, cahiers, etc. sont achetées par la mission. Je n'ai pas signalé le fonctionnement des services centraux diocésains qui dirigent ces 74 écoles primaires, ni le temps, la voiture, le carburant que la mission doit dépenser au service de l'école. Pour faire face à ces charges, de quoi disposons-nous? De l'écolage. Cet écolage est fixé à 500 et 700 francs en ville et à 400 francs en brousse. Qu'on essaie de faire le compte et l'on verra les énormes bénéfices que fait la mission et que nos syndicalistes enseignants veulent arracher aux prêtres. Entre guillemets, mais disent certains, si l'argent ne suffit pas, majorez donc les collages. Fermez la guillemets. Point d'exclamation. Oui, c'est vite dit. Cela veut dire que le villageois qui envoie son enfant à l'école de la mission doit payer, en plus de son impôt, son denier du culte, celui de sa femme et de ses enfants, payer les collages, payer les fournitures scolaires, payer les uniformes, payer la quête, construire la mission. À la ligne. Cela est-il juste dans un pays sous-développé où le revenu annuel par habitant est de 20 000 francs? Conclusion, les charges financières actuelles de l'école sont purement et simplement au-dessus des possibilités matérielles des missions. Les solutions? Une autre question. J'estime que la communauté nationale et les communautés chrétiennes doivent avant tout reconnaître l'absurdité de cette situation et prendre le taureau par les cornes. Prendre le taureau par les cornes, entre guillemets. Certes, nous devons chercher à mieux former nos maîtres, confier de plus en plus de charges aux laïcs, afin de permettre aux prêtres de remplir leur mission apostolique des maîtres et des élèves de nos écoles primaires. Nous pouvons aller plus loin, créer des comités de gestion, les communautés chrétiennes s'organisant pour prendre elles-mêmes l'école en charge par des comités élus, par les parents des élèves, les maîtres d'école, ... Mais tout cela ne touche pas le fond du problème. C'est Monseigneur Jean Zois qui parle. En 1965. Point 4. Problème posé à l'Église. Nous devons assurer l'éducation chrétienne des jeunes catholiques. Premièrement, cette exigence pastorale, ce devoir apostolique, implique-t-il nécessairement partout et pour tous les temps l'ouverture de l'école catholique? Une nouvelle situation du chrétien dans le monde, un nouveau style de rapport de l'Église au monde, d'autres conceptions sociologiques et pédagogiques,
la mise en œuvre d'autres moyens d'animation des jeunes chrétiens ne requiert-il pas une autre pratique du rapport vie scolaire et foi chrétienne? Deuxièmement, si les choses continuaient comme décrites plus haut, l'école catholique réussirait-elle encore par rapport aux investissements matériels et personnels qu'elle implique et au dévouement qui s'y exerce à réaliser l'union de la vie scolaire et de la foi vivante? 3. Pouvons-nous envisager dans le pays que l'Église prenne l'initiative de proposer à l'État des négociations en vue d'une remise en question de la carte scolaire actuelle et cela par région? Quatrièmement, dans ce cas, ne devrions-nous pas commencer à étudier la possibilité et les modalités qui assurent à l'Église en retour la pleine possibilité et liberté d'accomplir son rôle original et spécifique d'annonciatrice de la révélation? Cinquièmement, n'est-il pas permis d'espérer et d'escompter que cette recherche libre accomplie à l'amiable épargnerait un transfert violent réalisé sous la pression du mouvement de l'histoire ou des conflits scolaires avec tous les malentendus et les divisions qui en résultent? Sixièmement, une vue réaliste de l'histoire et de l'évolution de l'Afrique indépendante ne semble-t-elle pas nous indiquer ses orientations et ses solutions? Septièmement, n'avons-nous pas intérêt, sinon le devoir, de mettre dès maintenant au travail des commissions pour étudier, situer et suivre ce problème dans tous les aspects doctrinaux, pédagogiques, politiques et techniques? Situation actuelle, en grands mots, fond du problème. Aujourd'hui encore, je puis résumer mes inquiétudes dans les points suivants. 1. Le plan pastoral. L'atmosphère actuelle des écoles catholiques rend, sinon impossible du moins, fort difficile l'évangélisation du propre milieu scolaire catholique. 2. Le plan financier. Les écoles catholiques constituent hic et nunc une charge chaque jour plus intolérable pour nos missions. 3. Le plan culturel. Cette situation crée des soucis si l'enseignant, que les responsables de nos écoles ne jouissent pas de cette liberté d'esprit nécessaire pour les recherches, intégration des valeurs culturelles africaines, préparation des enfants à la vie, initiation et information des parents sur les problèmes de l'école, insertion de l'école dans le milieu de vie de l'enfant, collectivité, village, quartier. Quatrièmement, le plan doctrinal. 2 points. Rappelons 2 propositions complémentaires. A. L'organisation de l'enseignement profane des écoles primaires dans notre cas ne fait pas partie en soi de la mission divine de l'Église. L'organisation de l'enseignement profane, entre parenthèses, école primaire dans notre cas, ne fait pas partie en soi de la mission divine de l'Église. B. Un État moderne qui revendique l'organisation exclusive de l'enseignement primaire n'accède pas ses attributs sur le plan des principes si, dans le cadre de cette organisation, l'État assure le respect réel et concret des libertés et des diversités religieuses des familles et des enfants, en aménageant les programmes et les horaires de telle sorte que la formation et l'éducation religieuse soient possibles. C. En même temps, il faut reconnaître que cette revendication traduite en actes peut constituer un désastre pratique pour notre nation. Il serait difficile d'éviter une régression colossale, à la fois quantitative et qualitative, mais nous abordons là le domaine civique. 5.
le plan civique. Ici, je ne puis engager que la seule autorité que me conférerait éventuellement ma formation, mon information et mon expérience. 1. L'État camerounais et la hiérarchie catholique du Cameroun ne peuvent pas faire que l'histoire n'ait pas existé. Il serait donc parfaitement oiseux qu'on se jette la pierre les uns aux autres. La situation, entre parenthèses, dont le Cameroun est fier d'ailleurs, a été créée par d'autres que par les responsables actuels et de l'État et de l'Église du Cameroun. 2. Depuis l'indépendance, le gouvernement camerounais n'a cessé de reconnaître les services rendus à la nation par les écoles confessionnelles. 3. Pourtant, il existe un malaise profond. Les maîtres de nos écoles réclament un statut, les conventions collectives et un salaire plus équitable. Premièrement, l'État leur répond qu'il ne saurait leur donner un statut qui semblerait lui imposer des devoirs vis-à-vis de ses maîtres. Ils sont, entre guillemets, privés, qu'ils s'adressent à leurs employeurs. Deuxièmement, les missions sont absolument incapables de satisfaire aux revendications très légitimes des maîtres objectivement mal payés. Troisièmement, les missions ne peuvent signer des conventions collectives avec les maîtres, car cette signature serait sans effet, puisque ces missions seraient incapables financièrement d'honorer leurs engagements. Alors, que faire? Demande Monseigneur Janzois. Nous sommes en 1965. Solution possible. Plusieurs attitudes sont possibles de la part des missions. Première hypothèse, affrontement. Forte de l'appui de nombreuses familles qui lui ont confié ces centaines de milliers d'enfants, la hiérarchie accepte l'épreuve de force avec le gouvernement. Solution d'autres pays et d'autres temps. Solution désespérée qui porterait un coup mortel à la paix et à l'unité nationale. Deuxième hypothèse, énervement. Entre guillemets, le gouvernement semble nous reprocher de lui rendre service. Eh bien, qu'il prenne toutes les écoles. Entre guillemets. Du jour au lendemain, nous remettrions au gouvernement les 4000 maîtres et les 200 000 enfants de nos écoles. Ce serait une solution catastrophique. Troisième hypothèse, sagesse. Premièrement, les missions reconnaîtraient clairement et publiquement le droit et le devoir de l'État d'organiser l'enseignement primaire pour tous les enfants. Deuxièmement, l'État retirerait les conséquences de cette assertion. L'État tirerait les conséquences de cette assertion. Ce n'est pas parce que les missions l'aident qu'il est dégagé de ses responsabilités vis-à-vis des enseignements et des enfants des écoles confessionnelles. Troisièmement, faisant preuve d'imagination créatrice, l'État et les églises peuvent rechercher à inventer dans le dialogue une solution originale. Celle d'une intégration nationale des écoles. Pour cela, il faudra A. Dépassionner le problème pour l'aborder dans ses termes objectifs. B. Déconfessionnaliser le problème pour l'aborder dans ses termes techniques. C. Régionaliser l'approche du problème dans un pays aussi multiple et aussi diversement scolarisé que le Cameroun. La seule solution est donc que l'État et la hiérarchie ouvrent des négociations
et crée des commissions d'études en vue de la recherche d'une solution vraiment camerounaise. Puis-je contribuer à cette recherche par les suggestions suivantes? Les comités de planification scolaire. C'est un titre. Des suggestions. En effet, il s'agit de l'intégration de l'école dans les facteurs évolutifs du pays. Qu'il s'agisse de l'implantation scolaire, qu'il s'agisse même de solutions éventuelles aux problèmes de rapport de l'État et des différentes confessions religieuses en matière scolaire. Trop généralement, les interventions des autorités supérieures n'entraînent pas dans un pays tous les changements souhaitables et même parfois décidés, parce que le pays lui-même n'y est pas intéressé par le jeu de structures intermédiaires par lesquelles est assuré un double mouvement de la base au sommet et inversement du sommet à la base. Des comités de planification scolaire à l'échelon départemental, sous-préfectoral et même de groupement auraient seulement toute probabilité des effets très salutaires pour la vie civique camerounaise et pour une efficience plus grande de l'école. But. Les comités de planification dont nous souhaitons la création auraient pour but l'étude de l'implantation des établissements scolaires dans un groupement, un arrondissement, un département suivant les besoins et les moyens. On éviterait ainsi certains doubles emplois et on s'appliquerait à scolariser les zones défavorisées. La décision de l'implantation dépendrait d'une instance supérieure. Cela afin que la planification locale s'insère dans un plan plus général. Premier tiret. L'organisation et le contrôle des possibilités de formation religieuse, enseignement religieux, mouvement. Étant donné que sur un même secteur, l'école catholique, l'école protestante, l'école privée laïque et l'école officielle ne pourraient pas se concurrencer, il n'y aurait qu'une école pour un nombre d'habitants déterminé. Il serait nécessaire que soit garantie la liberté religieuse de tous les élèves, quelle que soit l'école retenue, ou protestante, ou catholique, ou publique. Deuxième tiret. Le souci de faire une école prépare les enfants à la vie, entre parenthèses, à la vie agricole notamment, par exemple par la création de jardins scolaires. L'organisation de réunions pour l'information, la formation et la participation des parents. L'intégration des éléments culturels locaux dans les programmes. L'insertion réelle de l'école dans le milieu de vie du village, du quartier, en un mot, de la communauté qui l'abrite. La remise en cause par les adultes et les autorités locales des structures traditionnelles compte tenu de l'avenir, des aspirations et des exigences futures des élèves scolarisés, entre parenthèses, propriété foncière, coutumes locales, autorité, fermez la parenthèse. Ces comités pourraient aussi contribuer et faire contribuer à la vie matérielle de l'école, construction et entrain des locaux matériels scolaires, fonctionnement. Fermez la parenthèse. En suscitant cette contribution, on résoudrait partiellement les problèmes financiers. On scolariserait à moindre frais, du moins pour l'État.
Tiret suivant. Et on se scolariserait davantage. Il faudrait aussi intéresser les collectivités locales. D'autres buts, très certainement, se préciseraient du fait même de l'expérience et de son développement. Un autre type, composition de ces comités. Ces buts indiquent déjà composition de ces comités. Les membres semblent donc devoir être des enseignants, des parents, des représentants de l'administration civile, groupement, commune, arrondissement, département, des membres du parti, des représentants des confessions religieuses. C'est ça qu'on propose comme composition de ces comités. Maintenant, difficultés. Il ne faut pas se cacher des difficultés que l'on rencontrera pour une telle mise en œuvre. Celle-ci suppose en effet de la part des personnes certaines exigences de qualité, entre autres une relative compétence des problèmes scolaires, un sens réel et réaliste du bien commun, une efficiente volonté de collaboration, un esprit de liberté religieuse et de respect mutuel. Avantages. Ceux-ci sont si considérables qu'on ne peut que s'appliquer à dépasser les obstacles. Mise en œuvre effective et concrète de la planification scolaire. Deuxième tiret, utilisation plus judicieuse des ressources, scolarisation plus rapide et plus en prise sur le pays. Convergence progressive des différents enseignements officiels, entre parenthèses, officiels, catholiques, protestants, privés, laïcs, fermez la parenthèse, sur les besoins et les ressources tels qu'ils se présentent. Instauration de structures de dialogue. Si celle-ci suppose un esprit de dialogue, elle le favorise et le développe aussi. D'où développement de l'esprit démocratique. Éveil au sens d'une liberté de participation. Éveil au sens de responsabilité civique. Instauration de structures démocratiques, des structures intermédiaires dont le pays a besoin pour son équilibre interne, sa stabilité et sa construction. Enfin, dernier tiret, développement de l'esprit national. Pour rapprocher les hommes, il faut leur proposer de se mettre à une œuvre. Par ces comités de planification qui animeront et orienteront l'inéluctable mouvement de scolarisation, la société camerounaise deviendra plus sociétaire. Conclusion. Peut-être ne sommes-nous pas encore assez décolonisés du cléricalisme et de l'anticléricalisme pour jouir de cette liberté spirituelle et intellectuelle, pour rechercher des solutions originales et camerounaises à nos problèmes internes. La voie que je préconise n'est pas une étatisation, entre guillemets, ni une nationalisation, entre guillemets, des écoles confessionnelles. Elle n'est pas non plus le maintien du statu quo, mais une intégration nationale de toutes les écoles du pays dans le respect réel et concret de la liberté religieuse. Celle-ci ne s'exprimant plus exclusivement par la mise en place d'institutions confessionnelles, mais par l'aménagement intérieur des institutions nationales. Une des premières tâches des comités de planification sera l'établissement de cartes scolaires, le contrôle et la vérification des effectifs scolaires actuels,
l'étude démographique de la population scolaire, l'évaluation des locaux scolaires existants et à ouvrir, le recrutement et la formation des enseignants, les prévisions budgétaires. Ces mesures aboutiraient vite à des fusions, suppressions ou reversions. Je soumets ces réflexions et ces suggestions au comité confessionnel et à la communauté nationale. Puissent-elles contribuer à hâter la solution de ce problème des écoles auquel nous sommes tous si sensibles. Signé Monseigneur Jean Zoua, archevêque de Yaoundé et président de la commission épiscopale entre guillemets enfants et jeunesse. Texte rédigé en 1965. Merci, Monseigneur. Maintenant, qui donc a envoyé les missions à ouvrir les écoles? Nous allons d'abord les répertorier pour que vous compreniez. Parmi les difficultés que semblent éprouver les pouvoirs publics dans leur relation avec les écoles de mission et qui les amènent à tenir leur distance vis-à-vis d'elles, à s'en désolidariser, repoussant plus ou moins sa responsabilité à leur endroit, vient en grande position l'objection présente, le fait que les pouvoirs publics ne se reconnaissent pas tout à fait, au plus fort confusément, de paternité touchant leur création, qu'ils demandent, entre guillemets, qui donc a envoyé les missionnaires créer les écoles, est le sujet. Et la question qui nous est posée à nous tous. Sous-entendu en réponse, pas nous. Les missionnaires se sont lancés d'elles-mêmes à ouvrir des écoles, prenant librement et volontairement l'initiative de participer à l'œuvre de l'éducation avec un zèle débordant, non seulement quelquefois sans, mais même de temps en temps contre l'avis des autorités, poussés à cela par des motifs qui, sans être répréhensibles et inavouables en leur totalité, le sont cependant en bonne partie l'orgueil, la vanité, gloriole, faire de la statistique, faire montre d'activité sociale, etc. Entre guillemets, qu'allait-il faire dans cette galère? Fermez guillemets, disait Molière, un écrivain français. On peut poser la même question aux missions lorsque ensuite elles se lamentent sur leur incapacité matérielle à pourvoir au fonctionnement des écoles qu'elles ont créées et qu'elles continuent de créer, entre guillemets, en foule, fermez la guillemets, leur rappelant aussi ce proverbe, ouvrez les guillemets, la tortue suspend son sac à la hauteur de son épaule. Voilà une leçon africaine et surtout camerounaise. La tortue suspend son sac à la hauteur de son épaule. On reste à terre à terre. Je vous complète ça comme ça. On continue la lecture. La réponse à cette objection, il est facile de la trouver. L'histoire ancienne et contemporaine du Cameroun, celle de la naissance et du développement des écoles de mission dans le pays, la donne clairement.
Elle se distingue en 4 périodes, ayant chacune en ce domaine sa physionomie et ses impératifs. 1. La période primitive. La revue bilingue Abia, numéro 3, a publié un document très intéressant intitulé « Une chronologie de l'histoire de l'éducation académique au Cameroun », recueilli par H.O.H. Vernon Jackson du Collège des Arts de Kumba, Cameroun occidental. Nous en rapportons un extrait touchant cette période qui pourrait être située entre 1841 et 1884, date de l'annexion du Cameroun par l'Allemagne. Entre guillemets, 1841, ce sont les dates. Le jour de l'an, l'arrivée du docteur G.K. Prince et du révérend Jean Clark de l'église baptiste à Clarence, l'île de Fernando Po, une école débute. 1842, l'école baptiste de Clarence compte plus de 70 écoliers. 1844, le révérend Joseph Merrick, originaire de la Jamaïque, arrive à Bimbia, venant de Clarence. Il procède à l'ouverture de la première école du Cameroun chez un commerçant anglais, M. Cooper, C-O-O-P-E-R, avec la permission du roi, entre guillemets, Guillaume de Bimbia. Fermez les guillemets. Madame Claire Cooper, entre parenthèses, de la tribu de Soubou, fermez la parenthèse, a comme fils Monsieur Richard Kofele Njama Ngomba Cooper, qui devient le premier maître d'école du Cameroun. Kofele s'écrit K-O-F-E-L, Njama, N-J-A-M-A, Ngomba, N-G-O-M-B-A, Cooper, C-O-O-P-E-R. Donc, qui devient le premier maître d'école du Cameroun. 1844, l'arrivée à Douala d'Alfred Sacker de l'église baptiste d'Angleterre. Les rois Bell, B-E-2-L, et Aqua, A-K-W-A, lui donnent la permission de faire démarrer une mission. Alfred Sacker ouvre une école à la mission de Bethel, entre parenthèses, Douala. C'est la deuxième école du Cameroun. Mais ce Cameroun ne s'écrit pas Cameroun, O-U. Maintenant, ici, Alfred Sacker ouvre une école à la mission de Bethel, Douala. C'est la deuxième école du Cameroun. Je crois que c'est une erreur. C'est du Cameroun. 1846, le jour de l'an, le premier manuel d'école dans une langue du Cameroun, langue Douala, voit le jour. Ce manuel est complété par Sacker, Alfred Sacker. 1848, l'installation de la première imprimerie au Cameroun à la mission pour le cinquantenaire de Merrick à Bimbia. 1849, le roi Bell de Douala demande à Sacker un précepteur pour ses enfants. 1856, l'imprimerie va de Bimbia à Douala. Les règles pour
orthographier la langue douala utilisée dans les écoles sont codifiés. 1858, l'Espagne s'empare du Fernando Po. Avec la permission du roi Guillaume de Bimbia, Sacer déplace la mission baptiste à la baie d'Ambas. Il découvre Victoria. L'école commence. 1859, une imprimerie se fixe à Victoria. J. Dibol et Pinnock arrivent pour se charger de l'école, 130 garçons et 80 filles. Les écoles de Bethel, entre parenthèses, Douala, s'épanouissent. « 1884, le Cameroun est annexé par l'Allemagne. Fermez les guillemets. C'est une traduction de l'anglais, ce qui vient d'être dit là. De cet aperçu historique, on peut faire les remarques suivantes. Premièrement, il n'est pas question d'une seule école, entre parenthèses, officielle, pendant toute cette période, longue de 43 ans, car il n'en existe aucune. Pour cause, des Occidentaux stables, autres que des commerçants portant intérêt aux Camerounais et au Cameroun comme tel, il n'y avait que les missionnaires. Question. Aurait-il fallu que pendant toute cette période, 43 ans, alors que cela était possible, mais par des missionnaires, et eut seul, aucune école ne s'ouvrit au Cameroun? Aurait-il fallu que les premiers missionnaires ferment les yeux, se durcissent le cœur et se désintéressent de l'instruction des Camerounais, qu'ils étaient seuls à pouvoir entreprendre, et cela pendant 43 ans de leur présence parmi les indigènes? Que seraient-ils venus faire? En quoi auraient-ils été des missionnaires? Enseigner la religion, sauver les âmes sans se soucier du reste, de la promotion humaine des gens, de leur émancipation matérielle, se préoccuper uniquement et exclusivement à faire des anges dans les peaux de la bête, bête entre guillemets, ce était une fausse religion. Ce n'eût pas été le christianisme. Les missionnaires se trouvaient incapables, sans orgueil, ni vanité, ni gloriole, ni goût de faire de la statistique, d'une telle dislocation de l'homme, de cette entreprise boiteuse d'accouplement de la clarté d'en haut, pure, éthérée, avec les ténèbres d'en bas, évitant soigneusement que la première touche et éclaire tant soit peu l'épaisseur intacte des secondes. Un pied chaussé et l'autre nu. Aurait-il fallu qu'il lui fût ainsi pour éviter que les missions créent des écoles? Car elles étaient seules pendant 43 ans à pouvoir en ouvrir. Je crois qu'aucun Camerounais, si ce n'est pour rire, ne peut répondre par l'affirmative, à moins d'être diablement possédé par l'anticléricalisme, à moins d'être un mauvais Camerounais et un noir dégénéré complètement, car les gens de notre race n'ont jamais rejeté personne, ni querellé qui que ce soit à cause de ses opinions métaphysiques. Les Noirs
pur sang sont d'une libre pensée dans le sens positif du terme, formidable. Ils en profitaient pour croire chacun n'importe quoi, malheureusement. Mais enfin, ils ignoraient l'intolérance et, pour eux, dans une splendide impartialité, quiconque est le bienvenu qui peut et fait du bien. Du reste, malgré les efforts considérables que les missionnaires déployèrent en faveur de la promotion non seulement religieuse, mais humaine des populations, sont-ils épargnés et ne les accuse-t-on pas de n'avoir pas poussé suffisamment la formation terrestre des gens? Aujourd'hui encore, de quel nom ne traite-t-on pas les missionnaires qui refusaient opiniâtrement de s'intéresser à la condition matérielle des habitants de sa localité, en ouvrant par exemple une école lorsqu'il n'en existe pas, pur colonialiste, ennemi du progrès du pays, etc. Et ce serait au tout premier missionnaire, seul alors, qu'on pardonnerait cette négligence. Deuxièmement, il est question pour les autorisations d'ouverture plus sollicitées en ces temps-là, j'imagine par ceux qui les accordaient, que par ceux qui devaient ouvrir la demande ne disposant que d'un point d'offre rare unique. Fermez la parenthèse. Des noms des rois Guillaume de Bimbia, Bel et Aqua. Ils étaient les autorités officielles du pays. Aurait-il fallu que les missionnaires leur désobéissent et refusent de donner suite à leur volonté de voir leur peuple commencer à s'initier à la nouvelle culture? Le civisme et le respect des exigences justes des autorités constituées sont malheureusement des vertus chrétiennes. Mais peut-être auraient-ils quand même refusé. Si sensibles au jugement des hommes, ils avaient pu prévoir que les descendants et les successeurs des rois Guillaume, Bel et Aqua traîneraient leur mémoire au banc des accusés, condamnant leur œuvre et lui imputant pour motif de l'orgueil, la vanité, la gloriole, la manie des statistiques, la suffisance de faire du social et leur demandant avec aigreur, lorsque ce n'est pas de l'ignorant, qui vous a envoyé créer des écoles? Fermez les guillemets. Qui vous a envoyé créer des écoles? Fermez les guillemets. Tel fut le début des écoles des missions, où l'on voit se conjuguer pour le provoquer et le soutenir l'intérêt national de la volonté des chefs. Début historique plus digne de vénération que d'interrogation amère. Deuxième période et troisième période vont continuer sur une autre vidéo. Voici l'ébauche des deux pères de la nation camerounaise qui se sont souciés de l'éducation des fils de Dieu et des filles de Dieu. Nous allons passer à la partie de la colonisation allemande. Merci mes frères et sœurs qui ont vraiment écrit ce livre. Vous n'avez pas eu tort de me le poser entre les mains. Cela nous servira à Bimbia. Mes frères et sœurs, vous comprenez maintenant l'importance du lieu où le Seigneur m'envoie ouvrir sa maison. On va donc commencer la vraie évangélisation. Mes frères et sœurs, je découvre avec vous en lisant le livre l'histoire de Guillaume
à Bimbia. Je découvre avec vous là où le Seigneur a choisi, allez me poser. Bimbia est une grande histoire et il y a une relation avec ce lieu où j'habite. Parce que les missions de Bâle sont en face de moi. Je les ai contactés. Je leur en ai parlé. Il était question que j'aille avec les missions de Bâle à Boya. Mais les vendeurs de tout, les vendeurs de rêves avant que tu n'aies commencé, dès qu'ils entendent seulement un son de cloche, ils ont détourné l'affaire. Ils sont partis, arrivés à Bimbia, raconter ce qu'ils ont raconté. Mais nous, on marche avec Dieu, pas à pas. Vous pouvez courir, comme vous avez couru au Quai Branly. Maintenant, moi, j'arrive alors avec la vraie histoire des arts africains que vous avez vu au Quai Branly, que vous pourriez voir si vous étiez avec moi à la Maison de l'Homme lorsque je suis arrivé. En 2006, accompagné de mon mentor, Philippe Laburte, qui est cité dans ce répertoire des arts africains. Et j'ai été coopté par les pères spiritains qui ont enterré ma fille à Singrist, qui m'ont accueilli quand je suis arrivé, au souvenir de leur passage chez nous. Puisque je dépends de l'église des phoques, où mon oncle, que j'appelle mon père, André Marimbida, est enterré. N'est-ce pas? Où nous retrouvons Ndinding, le berceau de nos aïeux, de nos ancêtres, de nos parents, mon père et moi. Et je retrouve Monseigneur Jean Zoua, qui m'a enseigné à réciter le rosaire, le Notre Père, les actes des apôtres, et tout ce que vous savez d'un enfant qui apprend dans une école catholique. Ce qui vous manque aujourd'hui, nous l'avons eu et reçu du prêtre Jean Zoua à l'école Sacré-Cœur de Mokolo, où venaient les sœurs de Jean Bosco, que je viens retrouver ici, là où je suis, ici en Alsace. Jean Bosco est à côté ici. Je n'ai pas encore été, je vais aller. Mes frères et sœurs, voilà le Seigneur qui scintille. Nous allons sur un chemin sûr, un mécénat qui va couvrir le Cameroun et les pays africains en général, et la France, dont les portes nous sont ouvertes, en suivant pas à pas notre Père qui est aux cieux. Que son nom soit sanctifié, que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il nous donne aujourd'hui notre pain sacré, notre anthropologie historique. Il nous accompagne avec un autre livre, le discernement des vocations. Mes frères et sœurs, il nous accompagne avec Moïse l'Africain. Quand j'avais dit aux gens
l'égyptologie, que Moïse était noir. Mais je vous dis qu'en 2006, et j'ai dit, ils ont publié ce livre en 2001, mais j'ai eu à rencontrer les égyptologues. Mais ils n'ont pas compris que moi, je sortais de la source de l'histoire de la colonisation de l'Afrique, c'est-à-dire chez mes pères, Konafouze, chez mes pères, Mose, chez mes pères, Tampou. Oui, c'est une course complète de la coopération Chine-Afrique. On a passé des siècles et des siècles de colonisation et Dieu veut mettre un terme à tout ça et rebâtir son histoire. Et nous voilà à la recherche de l'infini. On découvre Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Avec la thèse de doctorat qui couronne la course. Là, vous avez des pays américains, japonais, anglais, allemands. Vous avez des chercheurs qui sont venus en Chine me suivre, écouter, entendre le renouveau charismatique. Tout est bien qui finira bien parce que nous n'avons pas encore terminé. Regardez comment le Seigneur me blanchit. Oui, on appelle ça transfiguration. Nous sommes à l'appel et réponse d'une fille de Dieu qui a eu un appel par son Père, Dieu Tout-Puissant, et qui a répondu à cet appel sans hésitation et qui a suivi tous les enseignements de son Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, c'est-à-dire les deux paradis. Et ce Père nous donne, pendant ses apparitions ici à Saint-Louis, la révélation de qui était Saint-Louis. Je l'ai reçu hier. Par une chrétienne chez qui je partais apprendre à jouer le piano et qui était avec Marie-Thérèse qui organisait des rosaires, des séances de prière dans l'église Notre-Dame où l'archevêque de Strasbourg a demandé au père, au curé, de m'ouvrir cette église pour que je fasse la continuité du travail de Marie-Thérèse qui est aujourd'hui malade. Elle m'a accueilli, elle m'a donné à peu près ce que je devais faire avec cette amie, Christine. Mon Dieu, que tu es beau, que tu es grand, que tu es mystérieux. Regardez comment il me mène tout au long des chemins pour retrouver la véracité de notre histoire. Et je vous ai dit, nous n'avons pas à faire la guerre avec la France. Parce que là où je suis ici, je suis dans la zone de nos rejetons. C'est-à-dire les descendants de la diaspora réelle. Ceux qui sont venus défendre la France, ils habitaient ici.
Ils ont combattu ici, puisque nous sommes à l'avenue du général de Gaulle. Ils ont fait les enfants. Et les enfants là sont où? Ils sont ici. Moi, j'ai découvert, parce que mon père m'avait dit, dès que tu arrives à un endroit, si tu trouves les gens qui sont beaucoup de petite taille, c'est que nous sommes passés par là. Et ici, on peut le constater. Les pygmées sont passés ici. Les albinos sont passés ici parce qu'il y a des hommes roux, les cheveux roux, les femmes, les yeux verts, les nguenguerous. Il y a ici, là où je suis, à Saint-Louis. Et Saint-Louis regroupe une agglomération de petits villages que nous allons tous découvrir. Et nos gens sont dans les forêts. Ils sont toujours des cultivateurs. C'est eux qui nourrissent l'agglomération. Merci Seigneur. À bientôt mes frères et sœurs. Nous continuons la course de l'appel et de la réponse à Dieu. C'est le meilleur maître. Que Dieu vous bénisse. Je vais publier tout ce que j'ai fait. Et vous allez comprendre la course que j'ai faite. Oui. Je vous lis un petit passage des Annales Anaglet de Confucius pour clore. The master said, the good man does not grieve that other people do not recognize his merits. His only anxiety is lest he should fail to recognize theirs. C'est ce que je vous ai dit. Moi, je ne m'occupe pas des views, que je dois avoir beaucoup de views. Non. Je m'occupe de mon devoir de vous dire ce que Dieu me dit, de vous révéler ce qu'il me révèle, de vous donner l'enseignement qu'il me donne, de vous présenter tous les livres qu'il choisit pour la nouvelle alliance avec lui, à Bimbia. Vous avez vu qu'il m'a sorti Bimbia. Donc, je ne peux pas oublier Bimbia, mes frères et sœurs de Bimbia. Je sais que vous m'avez très bien accueilli. Je suis sûr que Dieu me donnera la santé. Et je vous retrouverai. Et je suis contente de votre foi fervente. Nous allons dynamiser la foi en Dieu. Alléluia. Ensemble, nous allons prendre soin de notre destin. Sur place, personne ne viendra nous apprendre. Dieu nous apprend lui-même. Alléluia. Soyez bénis. C'est un bon dimanche. Nous sommes le 31 juillet 2022 et nous écoutons la fille du Seigneur, la fille des Benti, de la vallée du Nil, mais plus précisément de la forêt équatoriale. Vous voyez qu'on vous a cité tous les coins là. Fernando Po, on vous a cité Bimbia Victoria, on vous a cité, on vous parlait de l'Afrique de l'autre côté. Tout est là. Passez un bon dimanche dans la prière et dans la joie divine. Amen.